Il était une fois un petit prince abandonné qui aurait pu inspirer Antoine de Saint-Exupéry quand il est venu en pays catalan, bien avant d'écrire son immortel chef-d'œuvre. Bonjour. Et oui, à la fin des années 20, Pierre Latécoère décide de faire traverser l'Atlantique Sud aux avions de l'Aéropostale. Pour faire un tel grand saut, le ministère exige des hydravions. Il n'y a pas de plan d'eau à Toulouse et par conséquent Latécoère va créer une base pour mettre au point ces hydravions en pays catalan, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, sur les bords de l'étang, à 2 pas de la mer Méditerranée, et vont se succéder donc les ingénieurs, les mécanos et tous les pilotes, les as de l'Aéropostale, à commencer par Mermoz et Saint-Exupéry donc, qui auraient pu croiser mon jeune héros, donc Pau. En catalan ça veut dire Paul, mais ça veut dire aussi la paix. Pau, c'est un gamin qui a vécu un drame familial épouvantable, qui se retrouve livré à lui-même au milieu des roseaux, en rêvant d'aller là-haut, presque jusqu'aux étoiles, porté par les ailes de la tramontane. Ah oui, à ce sujet, j'ai pas remis la main sur le grand format donc, de Calman Levy. J'ai dû le prêter à quelqu'un qui va sûrement me le rendre très bientôt. Et ça me permet de vous rappeler que tous mes romans sont également édités en gros caractères pour ceux qui ont de gros problèmes de vue. Alors je précise, hein, le grand format de Calman Levy est déjà très confortable au point de vue lecture, mais là c'est vraiment encore plus gros. Voilà, et je vais devoir me servir de celui-là pour vous raconter donc l'histoire de Pau, et qui commence de façon extrêmement tragique. Aujourd'hui, papa a tué grand-mère. Mathilde peut bien dire tout ce qu'elle veut, me raconter des contes en m'obligeant à rester dans la cuisine, me bourrer de tartines de confiture en invoquant un accident, un jeu qui aurait mal tourné, mais tout va rentrer dans l'ordre, mon chéri, il ne faut pas t'en faire. Je sais ce que j'ai vu. La face convulsée de mon père, et ses yeux qui lançaient des éclairs, et le sursaut du fusil entre ses mains quand il a épaulé, et les yeux stupéfaits de grand-mère avant qu'elle chavire, et le trou rond au milieu de son front. Je sais ce que j'ai entendu aussi, ce coup de feu comme un fouet qui claque et fait vibrer les cristaux du lustre, et l'assiette qui s'écrase sur le carrelage, et le silence ensuite, comme si le temps retenait son souffle. Le silence déchiré soudain par les cris de ma mère. Oh, ces hurlements qui n'en finissent pas. Et je sais ce que j'ai senti. L'odeur de la poudre, âcre, celle du sang, fade, et celle de la mort, froide. Tout s'est imprimé là, dans ma tête, avant que Mathilde, affolée, ne me traîne hors de la salle à manger, sa main pressant mon visage contre sa jupe pour me soustraire à la sarabande infernale qui a suivi, et dont je perçois les échos derrière la porte close de l'office. J'ai beau n'avoir que 6 ans, je sais. En fait, il y a longtemps que je sais. Longtemps que je redoute ce jour. Ce qui m'étonne, c'est que l'Espagnol ait pu tenir jusqu'à aujourd'hui. 7 ans auparavant. La première fois, elle l'avait à peine remarqué. L'après-midi tirait à sa fin et les ombres allongées des cyprès dessinaient sur la terre battue de la cour une herse fantôme dont les pointes acérées venaient se ficher dans la première rangée de carreaux de l'entrée, au seuil de la porte restée grande ouverte depuis le matin. Mathilde, les joues rouges d'excitation et le tablier en bataille, étaient accourus annoncer qu'ils étaient enfin arrivés. La vue du moindre mâle, assez âgé pour porter le pantalon, mais point trop pour le mouiller intempestivement, suffisait d'ordinaire à agiter les sangs de la cohorte cuisinière. Alors, une vingtaine de vendangeurs espagnols à la peau brunie par le soleil et au regard de braise, il y avait de quoi la retourner complètement. Camille n'avait donc pas pris la peine de lui demander de préciser qui ils étaient. Les ouvriers d'Olotte, qui venaient comme chaque année renforcer la coille, l'équipe des vendangeurs du domaine, étaient attendus depuis la mi-journée, et tout était prêt pour leur permettre de reprendre des forces au terme de ce long voyage à pied qui les avait vus, par des sentiers escarpés et des routes poudreuses, franchir les montagnes et la frontière, traverser du sud au nord toute la plaine du Roussillon, jusqu'à cette Salanque à fleur d'eau, où, entre étang et mer, la terre a un goût de sel dès qu'on creuse un peu au pied des ceps de vigne, au droit des racines. Camille avait fait signe à Mathilde de se calmer et d'aller prendre les assiettes de saucissons et de fromage préparées sur la table de la cuisine, tandis que le vieux Matteo,
le régisseur du domaine, hissait sur son épaule la panière dans laquelle les boules de pain roulaient dans un crissement de croûte un peu trop cuite que le moindre frottement faisait s'effriter. C'était par son intermédiaire que depuis plus de 20 ans, presque 30 si on comptait bien, toutes les fins d'été, la famille Tixador, qui comptait parmi les plus grands propriétaires terriens de Saint-Laurent, embauchait ainsi pour les vendanges les jeunes gens d'Olotte que le dépaysement n'effrayait pas. La sœur de Matteo avait épousé dans le temps un homme issu de ce bourg du versant sud des Pyrénées, venu déjà à l'époque au bord de la Glie, proposer ses bras pour soulever les comportes et ses pieds pour fouler le raisin. Depuis, le sémillant vendangeur espagnol, reparti au pays avec sa dulcinée, était devenu charpentier, mais il avait gardé l'œil pour jauger ceux qui feraient les meilleurs porteurs de hottes et qui supporteraient sans broncher des charges encore plus lourdes de grappes bien tassées. Le pays nourrissant son homme, il recrustait surtout les fourrastés, ceux qui venaient d'ailleurs, que la misère chassait de leur Andalousie ou de leur Galice natale et faisait remonter vers la Catalogne prospère, ainsi que des oiseaux migrateurs vers le soleil de l'été. Ces jeunes recrues étaient à la fois joyeuses et travailleuses, dures au mal même, et malgré quelques bagarres pour un mot de trop après boire, Hyacinthe Tixador n'avait eu qu'à se louer des ouvriers recrutés par Matteo et son beau-frère. À la mort du vieux maître, comme on l'appelait respectueusement dans tout Saint-Laurent, sa veuve n'avait vu aucune raison de remettre en question un système qui fonctionnait si bien, et toutes les fins août voyaient revenir en Sallan que les hommes d'Olotte, ceux de cette année 1922, venaient d'arriver. Camille jeta machinalement un coup d'œil au miroir ovale accroché au-dessus de la desserte en noyer ciré et fronça les sourcils en son fort intérieur. Il y avait beau temps qu'elle avait appris à ne plus montrer ce qu'elle pensait, à masquer la moindre de ses émotions, et la glace lui renvoyait l'image d'une jeune femme au visage lisse et régulier, dans lequel s'ouvraient deux petits lacs aux eaux sombres et tranquilles, ombragés de longs cils noirs. La masse de ses cheveux châtains, sagement enroulés en chignon, dégageait sa nuque racée et son front pur. La jeune épouse parfaite, réservée, mesurée, soumise. Bon, Camille aurait préféré une coupe courte, à hauteuil des oreilles, avec une frange au ras des sourcils, comme celle qu'arboraient ces demoiselles modernes et hardies qui traversaient le village au volant de leurs rutilantes voitures automobiles, faisant se signer sur leur passage les dévotes scandalisées. Mais mère ne l'aurait jamais accepté. C'était comme ce corset qui blessait ses flancs, comprimait son ventre et lui donnait, sur tout l'été, la sensation d'étouffer. Elle l'aurait bien oublié pour une fois au fond de son armoire. Ne disait-on pas dans le journal que désormais les garçons s'en passaient? Mais là encore, mère était intraitable. Elle ne supportait pas le laisser aller. De la tenue, que diable! Une fille et jeune épouse parfaite, voilà ce que Camille devait être, ou du moins montrer. Sans même un sillement de ses beaux yeux noirs, elle rajusta derrière son oreille une mèche qui s'obstinait à s'échapper du peigne de corne et saisit les anches des pichets de vin posés sur la desserte. Allons, ces jeunes gens avaient faim et soif. Au moment précis où elle passait la porte, suivie de Mathilde et Matteo, un pas lourd et lent, accompagné d'un froissement raide de tissu empesé, se fit entendre dans l'escalier. Camille marqua un temps d'arrêt, mais ne prit pas la peine de se retourner. Comme chaque année, mère venait s'assurer que le cérémonial d'accueil des vendangeurs se déroulait ainsi qu'elle l'avait institué, sans accroc ni fantaisie. Camille attendit que le talon maternel résonne sur le dallage noir et blanc de l'entrée, avant de sortir sur le perron un sourire de bienvenue aux lèvres. Sourire mesuré au plus juste, avenant sans être familier comme on le lui avait enseigné. Elle connaissait son rôle par cœur. Elle le jouait tous les ans à la même date depuis ses 12 ans, depuis la mobilisation de Louis et sa mort au revers d'une colline de l'Argonne. Auparavant, Camille assistait juste Matteo en distribuant les boules de pain aux mains vigoureuses et brunes qui se tendaient. Et c'était Louis, le nouveau jeune maître, qui se chargeait du vin. Mais depuis qu'un obus allemand avait fauché la vie de ce grand frère tant admiré et qu'elle était devenue l'héritière du domaine, c'était à elle que revenaient les pichets et la vedette. Elle s'y pliait de bonne grâce comme elle se pliait à tout, sous le regard sévère de mère et celui indifférent d'Octave, l'époux qu'elle lui avait choisi. Malgré leur fatigue, les Espagnols s'étaient redressés en voyant apparaître celle qui restait pour eux la fille du vieux maître.
le torse bombé, le dos raide, quasiment au garde à vous. Certains esquissèrent même le geste d'ôter leur chapeau ou leur béret en signe de respect, mais Camille leur fit signe de rester couverts. Bien que déclinant, le soleil tapait encore très fort. Si fort même qu'elle se demanda un instant s'il était bien judicieux de leur donner du vin par cette chaleur, et alors qu'ils étaient recrus de fatigue. Mais le cérémonial le voulait. Alors, elle tendit les pichets à la ronde. Au milieu de ces hommes dépenaillés et blancs de poussière, elle l'avait à peine remarqué. Pourtant, le lendemain, lorsqu'elle était allée apporter leurs repas aux vendangeurs, déjà à l'ouvrage dans une parcelle d'Alicante, une variété de raisins, c'était sa chevelure claire qu'elle avait aperçue en premier en arrivant à la vigne, dans la pimpante jardinière repeinte à neuf en noir et rouge. Des cheveux presque blonds, comme en arboraient parfois les Catalans du Sud, au grand étonnement des étrangers persuadés de ne rencontrer que des hidalgos bruns de poil et de peau au sud des Pyrénées. Et le regard grave et intense qu'il avait levé sur elle de derrière le cèpe feuillu qu'il était en train de dépouiller de ses grappes. Ce regard l'avait suivi tout le temps qu'elle menait le cheval jusqu'au sous le figuier pour qu'il soit à l'ombre. Elle l'avait senti sur sa joue comme une caresse, et elle n'avait pas été surprise quand, alors qu'elle prenait appui sur le marchepied pour sauter à terre, une main s'était tendue galamment pour l'aider à descendre. Elle n'avait pas eu besoin de lever les yeux pour savoir que c'était la sienne. Elle l'avait remercié d'un petit signe de tête auquel Mère n'aurait rien trouvé à redire, mais elle avait laissé ses doigts au creux de sa paume un peu plus longtemps qu'il était bien séant. Il l'avait aidé à porter le grand panier et le toupie, la marmite, enveloppé d'un torchon blanc sans prononcer le moindre mot. Elle avait soigneusement évité de tourner les yeux vers lui, mais durant tout le temps où elle avait servi les ouvriers espagnols, elle avait senti sa présence à son côté avec une acuité presque douloureuse. À la fin de la répartition, quand tous avaient eu le nez plongé dans leurs écuelles métalliques, sa petite main blanche avait trouvé tout naturellement l'épaule musculeuse du jeune homme blond pour l'aider à se hisser à nouveau sur la jardinière. En rassemblant les rênes, elle s'était fait la réflexion qu'elle ignorait tout de lui, jusqu'à son nom. C'était la première fois qu'il venait vendanger au domaine, elle en était sûre, et aucun de ses compagnons n'avait osé l'interpeller, goguenard, en présence de la jeune maîtresse. Mais cela lui était égal. Et voilà qu'à présent, elle hâtait le pas vers le cazotte, la petite cabane, une bordure de vigne, dans lequel elle l'avait vu disparaître quelques instants auparavant, en cette heure chaude, juste après le dîner, où les vendangeurs s'égaillaient à la recherche d'un coin d'ombre pour faire une sieste réparatrice. Une voix à l'intérieur de sa tête lui répétait qu'elle était folle, que tout cela ne lui ressemblait pas, ne pouvait pas lui ressembler, et qu'il lui fallait absolument faire demi-tour et rentrer dans la grande maison où Octave trompait son ennui de hobereau blasé en annotant distraitement les brûlots royalistes qu'il recevait par la poste. Il se prétendait Action française, mais pour ce qui était de l'action, il n'était pas encombrant, Octave, pas dérangeant, le mari parfait, comme le répétait Mère, qui avait des opinions tranchées sur tout, et en particulier sur la façon dont chacun se devait de se comporter. D'ailleurs, cette voix qui résonnait en Camille, alors qu'elle se tordait les pieds sur les mottes de terre pulvérulentes, elle la reconnaissait, c'était la sienne, celle de sa mère, celle qu'elle avait entendue jour après jour lui dicter la meilleure façon de se tenir, la seule acceptable. Mère l'avait façonnée à son idée, à son image. Mais aucun des sermons, aucune des lectures que la main maternelle lui avait choisies, n'avait préparé Camille à ce sang qui coulait soudain plus vite dans ses veines, impatient, à ce ventre qui la tirait en avant, à ce deuxième cœur qui battait au plus profond, au plus intime d'elle. Elle savait qu'elle aurait dû se sentir coupable, effrayée par cet interdit qu'elle s'apprêtait à transgresser, mais il n'en était rien. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentait bien, presque sereine, en accord avec elle-même. Et tant pis, ou tant mieux, si elle ne comprenait pas pourquoi. La sueur mouillait sa nuque sous son chignon. Le souffle court, Camille jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. La salanque s'assoupissait pesamment sous le soleil blanc de cette fin août caniculaire, et on apercevait âmes qui vivent à une demi-lieue à la ronde. Le monde entier était complice. Elle tourna l'angle du cazotte et s'engouffra par la porte qu'il avait laissée ouverte. Qui est ce il? On va le découvrir demain.